Imaginez un peu devoir raconter toute l'histoire de l'univers, du Big Bang jusqu'aux dinosaures, à un enfant de 6 ans. Ça paraît mission impossible, non ? Et pourtant, il existe une méthode pédagogique qui a relevé ce défi en transformant la science en une épopée absolument fascinante. Et c'est justement ce qu'on va voir ensemble. La question de fond, c'est vraiment celle-là, n'est-ce pas ? Comment on fait pour que des concepts aussi énormes, aussi abstraits que le Big Bang ou l'évolution soient non seulement compréhensibles, mais surtout qu'ils provoquent l'émerveillement chez un jeune esprit ? Comment on suscite la curiosité plutôt que l'ennui ? Eh bien, la réponse de Maria Montessori à cette question un peu folle, c'est une série de récits épiques qu'on appelle les grands récits. Ce sont des histoires qui sont vraiment conçues pour planter les graines de la curiosité scientifique, et ce, dès le plus jeune âge. En fait, l'idée, c'est de fournir une sorte de toile de fond cosmique. Ces 5 grandes histoires, elles servent de cadre pour absolument toutes les leçons qui viendront après, que ce soit l'histoire, la biologie ou même la chimie. On peut dire que c'est le point de départ de tout. Et c'est là, franchement, que réside tout le génie de cette approche. Au lieu d'apprendre la physique, la chimie, la géologie comme des matières bien séparées, bien rangées dans des boîtes, on les découvre comme les chapitres d'une seule et même grande histoire. Le but, ce n'est pas du tout de faire mémoriser, c'est de pousser à se demander mais pourquoi et comment ça marche. Alors, allons-y, on commence par le tout début, avec le premier grand récit, celui qui raconte la naissance du temps et de l'espace eux-mêmes. Rien que le titre de cette histoire, il est incroyablement poétique. Dieu sans main. Et attention, il ne s'agit pas du tout d'une leçon de religion. Cette métaphore, elle suggère que la création, ce n'est pas un acte de magie, mais plutôt le résultat de lois naturelles, des lois immuables. C'est l'idée d'un univers qui s'organise tout seul en suivant des règles fondamentales. Alors là, il faut imaginer. Pas le moindre son, pas la moindre lumière, juste une immensité d'espace, d'un froid et d'une noirceur que notre esprit peine à concevoir. Pour vous donner une idée, la nuit la plus sombre sur Terre serait un soleil éclatant en comparaison. C'est dans ce décor assez dramatique que tout va naître. Et puis, au milieu de ce vide, la lumière jaillit. Une chaleur tellement intense que tout ce qu'on connaît de solide, le fer, l'or, les roches, n'existait que sous forme de gaz. Tout l'univers, absolument tout, est là, en potentiel, dans cette gigantesque fournaise originelle. Et pour qu'on se rende bien compte de l'échelle, le récit explique la vitesse de la lumière. Imaginez, elle peut faire 7 fois le tour de la Terre en une seule petite seconde. Et pourtant, la lumière qui nous vient des étoiles les plus lointaines, elle met des millions d'années à nous attendre. Ça illustre parfaitement l'immensité des espaces. Et là, on touche à une autre idée, mais alors vraiment géniale de la méthode, la personnification. Pour expliquer des forces aussi complexes que l'attraction et la répulsion, le récit leur donne des émotions. Les particules s'aiment ou au contraire se détestent, ce qui les pousse à se regrouper ou à se fuir. C'est une façon hyper intuitive d'introduire les bases de la chimie. Et ces fameuses émotions, cet amour et cette aversion entre les particules, eh bien ça a des conséquences extraordinaires. En refroidissant, les particules ralentissent. Celles qui s'aiment très fort finissent par se coller les unes aux autres. Elles passent de l'état gazeux, où tout est libre et chaotique, à l'état liquide, puis à l'état solide, bien organisé. Et voilà, les 3 états de la matière expliqués de façon narrative. Même la formation de notre planète, elle est racontée comme une sorte de drame géologique. Une peau se forme à la surface, mais la chaleur qui est piégée à l'intérieur, elle doit s'échapper. Alors elle perce la croûte et ça crée des volcans. Puis, en se contractant, la Terre se plisse, un peu comme une vieille pomme, ce qui crée les montagnes et les vallées. Un processus hyper complexe, rendu simple et visuel. Voilà, le décor cosmique est planté. Mais attention, l'histoire est très loin d'être finie. On passe maintenant au 2e des 5 grands récits, où un nouvel acteur totalement révolutionnaire est sur le point d'entrer en scène, la vie. Et là, le récit introduit un problème, un conflit. L'ordre parfait de la jeune Terre est menacé. Des pluies acides érodent les roches et la mer se charge de plus en plus en sels minéraux. En gros, la planète est en train de se dérégler. Et c'est là qu'arrive la solution, qui n'est pas présentée comme un hasard, non, mais vraiment comme une réponse. La vie apparaît avec une mission cosmique, restaurer l'équilibre. Ces toutes premières créatures microscopiques se mettent à manger les sels minéraux en trop, et elles nettoient les océans. Vous comprenez ? Dans cette histoire, la vie, elle a un but. Mais là, on fait face à un autre défi, et il est immense. Comment rendre une période de temps aussi vertigineuse, aussi inimaginable, compréhensible pour un jeune esprit ?
Eh bien la réponse, c'est un outil visuel super puissant, le rouleau de la vie. Il faut s'imaginer une très longue frise chronologique qu'on déroule physiquement dans la classe, mètre par mètre, pendant qu'on raconte l'histoire. Ça permet de ressentir physiquement la durée immense des âges géologiques. Et en déroulant ce fameux rouleau, l'histoire nous présente les grandes inventions de l'évolution, comme autant de chapitres d'une aventure. On y voit les plantes qui colonisent courageusement la terre ferme, les amphibiens qui développent la toute première voix qui résonne sur la planète, les reptiles qui s'affranchissent de l'eau grâce à l'invention de l'œuf à coquille, et enfin les mammifères qui amènent une nouvelle forme de tendresse, le soin apporté aux petits. Le fait de raconter l'histoire comme ça, avec des héros, des défis, des inventions, ce n'est pas juste pour faire joli, hein. Prenons une seconde de recul pour comprendre pourquoi cette approche est si efficace. Le point qui est vraiment crucial à comprendre, c'est que rien n'est enseigné de façon isolée. Chaque sujet, que ce soit l'étude d'un volcan ou celle d'une simple fougère, trouve naturellement sa place dans ce grand récit unificateur. Absolument tout est connecté. Et ça change tout dans l'apprentissage. Au lieu d'une pile de faits à mémoriser, on découvre une histoire avec des acteurs, des défis, des solutions. La science, du coup, ce n'est plus une liste de lois barbantes, ça devient une véritable aventure épique. Et ça connecte les grands principes scientifiques à un sentiment de but et surtout d'émerveillement. Et finalement, tout ça nous amène à l'objectif ultime des grands récits. Ces 5 histoires sur l'univers, la vie, l'humanité, l'écriture et les nombres, elles ont toutes le même but, donner à chaque personne le sentiment d'avoir sa propre place dans cette incroyable histoire cosmique. C'est un peu le climax, si on veut, du deuxième grand récit. La Terre elle-même prend symboliquement la parole et dit « Je suis prête, il est temps pour l'être humain d'apparaître ». Toute l'histoire de la vie est en fait présentée comme une longue, très longue préparation à l'arrivée de l'humanité. C'est un message d'une puissance folle sur notre place, mais aussi sur notre responsabilité. Et tout ça, ça nous laisse avec une question fondamentale qui dépasse de loin le cadre de l'école. Les histoires qu'on se raconte sur nos origines, elles façonnent notre perception de nous-mêmes et de notre avenir. Alors, si on parle du principe que l'histoire de l'univers, c'est aussi notre histoire, quel rôle est-ce qu'on a envie de jouer dans le prochain chapitre ?